Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. Je m'assis à mon bureau, entouré de piles de documents et de rapports réclamant ma signature. La semaine avait été longue et impitoyable, mais je n'étais pas du genre à me plaindre. Je trouvais du réconfort dans le maintien de l'ordre que je créais moi-même. Tout avait sa place, son rythme, et lorsqu'une chose s'écartait de ce rythme, cela avait le don de m'irriter. La pièce était silencieuse, hormis le faible bourdonnement de la lampe de bureau. Mais soudain, sa voix perça, douce mais distincte. Ma femme parlait au téléphone. Au début, je n'y prêtais pas beaucoup d'attention. C'était habituel, rien d'inhabituel. Mais son rire, léger, sincère et chaleureux, attira mon oreille. C'était un son que je n'avais pas entendu depuis un certain temps. Il n'était ni forcé ni précipité, juste naturel, presque réconfortant. Puis vinrent les mots. Tout sera prêt à temps. Son ton était léger, presque insouciant, mais après une courte pause, elle ajouta « Ne le dis à personne, d'accord ?» Cette dernière phrase me frappa comme une soudaine bourrasque. Je m'arrêtai en pleine signature et tournai instinctivement la tête vers le salon où elle se tenait. Lorsqu'elle raccrocha, je me levai et m'approchai d'elle. Mes pas étaient mesurés, délibérés. Je ne me précipitais pas, ce n'était pas mon style. « C'était qui ?» demandai-je, mon ton désinvolte, comme s'il s'agissait d'une simple question en passant. Elle se tourna vers moi, un sourire détendu, comme à son habitude, fermement en place. « Oh, ma sœur ?» dit-elle sans effort, sans hésiter. « On organisait une surprise pour ton anniversaire. » Son regard était stable, son ton égal. Il n'y avait pas la moindre trace d'hésitation. S'il y avait quelque chose à remettre en question, je ne pouvais pas le voir. Mais ses paroles précédentes restèrent dans mon esprit, comme une écharde enfoncée trop profondément pour être facilement retirée. Plus tard, ce soir-là, je remarquai quelque chose que j'avais négligé auparavant. Son téléphone n'était jamais loin de sa main, toujours à portée. Ce n'était pas entièrement nouveau, mais maintenant, cela semblait différent. Lorsqu'elle le posait, l'écran se verrouillait presque instantanément, la surface noire reflétant la lumière tamisée de la pièce. Une fois, lorsqu'elle s'éloigna pour chercher quelque chose dans la cuisine, j'aperçus l'écran s'allumer. Une notification apparut, un message de R. Quelques instants plus tard, un autre de D, puis un autre de LM. Court, concis et dénué de contexte. Les initiales me parurent étranges, presque calculées. Je n'agis pas immédiatement, mais la curiosité s'enracina fermement dans mon esprit. Pendant le dîner, l'occasion de poser la question se présenta. « Qui sont R et D ?» demandai-je, gardant ma voix stable et mes yeux fixés sur elle. Elle leva les yeux de son assiette, son front se plissant légèrement, comme si la question l'avait réellement prise au dépourvu. « Oh, juste des collègues de travail, » dit-elle légèrement. « On a un gros projet en cours. Tu sais comme je déteste mélanger travail et vie personnelle. » Son ton était convaincant, presque désarmant. Avant que je puisse insister, elle changea habilement de sujet. « Et ton contrat, ça avance comment ?» demanda-t-elle, sa voix chaleureuse et engageante. Sa capacité à détourner l'attention était quelque chose que j'avais toujours admiré. Mais maintenant, cela ressemblait à un outil qu'elle maniait avec précision. Le lendemain matin, alors que je me préparais à partir pour le bureau, elle mentionna nonchalamment qu'elle avait une réunion prévue plus tard dans la journée. « C'est pour organiser la fête », dit-elle, son ton léger et désinvolte. Je hochai la tête, n'offrant aucune résistance. Il n'y avait aucune raison de contester ses paroles, pas encore. Mais quelque chose en moi avait changé. J'avais toujours été un homme qui s'appuyait sur la logique et les faits, pas sur des conjectures ou des émotions. S'il y avait quelque chose à découvrir, je le ferais systématiquement, sans précipitation. Ce même soir, en récupérant quelque chose dans le salon, je remarquai son sac laissé ouvert sur une chaise. À l'intérieur, un bout de papier attira mon regard, un reçu d'un restaurant. Le nom ne m'était pas familier, mais l'adresse n'était certainement pas dans le quartier qu'elle avait mentionné plus tôt. Elle avait parlé d'un petit café dans le centre-ville, mais il s'agissait d'un restaurant haut de gamme situé bien à l'extérieur de la ville. Mes doigts se resserrèrent autour du papier, la texture se froissant légèrement sous ma prise. Ce n'était pas juste un reçu, c'était une pièce d'un puzzle plus vaste, un fragment d'une image qui n'avait pas encore pris forme. À partir de ce moment, je commençai à tout observer plus attentivement. Ses mouvements, ses habitudes, même les subtiles variations dans son ton. Tout cela faisait partie du puzzle que j'assemblais. Elle était douée pour maintenir une apparence lisse, une façade de normalité, mais je n'étais pas du genre à me laisser berner par les apparences. Chaque détail comptait. Le parfum de son parfum, léger, différent de son choix habituel, la manière dont son regard s'attardait une seconde de trop sur l'écran de son téléphone. Rien de tout cela n'était concluant en soi, mais ensemble, cela formait une image qui exigeait un examen plus approfondi. Un soir, je testai les os avec une question simple. « C'est quoi le nom du café dont tu as parlé ?»
Sa réponse vint rapidement, presque trop rapidement. Latit, dit-elle avec un sourire. Le nom semblait plausible, mais quelque chose dans sa livraison semblait répéter. Je n'insistai pas davantage. Au lieu de cela, je pris note mentalement de le vérifier plus tard. Il n'y avait pas besoin de la confronter avec des suppositions ou des idées à moitié formées. Je préférais traiter avec des certitudes. Au fil des jours, ma détermination ne fit que se renforcer. Je n'étais ni en colère ni émotionnel. Ce n'était pas mon style. S'il y avait quelque chose à découvrir, je le ferais avec clarté et détermination. Il n'y avait pas de place pour des décisions hâtives ou des drames inutiles. Je commençais à assembler de petits indices, chacun ajoutant une couche à l'image qui se formait dans mon esprit. Il ne s'agissait pas de suspicion pour le plaisir de suspecter. Il s'agissait de comprendre la vérité, quelle qu'elle soit. Son comportement ne changea pas en apparence. Elle restait composée, ses routines inchangées. Mais sous cette surface, je sentais un courant, quelque chose d'inavoué. Je n'étais pas du genre à tirer des conclusions hâtives, mais je n'étais pas non plus aveugle. Chaque interaction, chaque moment devenait une partie d'une équation plus vaste que j'étais déterminé à résoudre. Dans mon monde, l'ordre était tout. Il ne s'agissait pas de contrôle pour le contrôle, mais de la structure qu'il apportait, de la clarté qu'il offrait. Lorsque cet ordre était perturbé, il exigeait de l'attention. Cette situation n'était pas différente. Ce n'était pas de la paranoïa, c'était de la précision. Je n'avais aucune intention d'agir sans raison, mais je ne pouvais pas non plus ignorer les signes devant moi. Finalement, il devint clair que ce n'était pas quelque chose que je pouvais laisser passer. Les fragments d'informations que j'avais rassemblés suffisaient à justifier une action supplémentaire. Il ne s'agissait pas de confrontation ou d'accusation, mais de découvrir la vérité. Je n'étais pas du genre à laisser les émotions obscurcir mon jugement. Chaque pas que je faisais était délibéré, calculé. À ce stade, j'avais décidé d'un plan d'action. Je n'allais pas tirer de conclusions hâtives ou laisser la spéculation dicter mes choix. S'il y avait une vérité à trouver, je la trouverais. Je n'étais pas du genre à laisser les choses s'envenimer ou échapper à tout contrôle. C'était une question de principe, de maintenir l'équilibre que je valorisais tant. Je savais une chose avec certitude, la vérité finit toujours par se révéler. Cela peut prendre du temps, des efforts et de la patience, mais elle ne reste jamais cachée pour toujours. Et lorsque cette vérité éclairée se révélerait, je l'affronterais de front. Je n'étais pas du genre à reculer ou à vaciller face à l'incertitude. Quel qu'en soit le coup, je découvrirais la vérité. Je trouverais les réponses que je pense que je cherchais, quoi qu'il en coûte. J'étais déjà sur mes gardes, bien que, extérieurement, je gardais mon calme. Pas de scène, pas de tension, juste une observation attentive. Quand on a un objectif, se précipiter ne fonctionne jamais. Tout devait se dérouler selon un plan, sans émotions inutiles. La vérité est toujours cachée dans les détails, et j'avais une bonne idée de l'endroit où chercher ces détails. Ce soir-là, nous dînâmes avec mon frère Arthur. Arthur était un homme direct, du genre à détester les drames, mais pas particulièrement doué pour garder les choses mots pour lui. Nous parlâmes des sujets habituels. Mon travail, ses nouveaux projets, des affaires triviales. À un moment, je mentionnais nonchalamment ma femme, notant qu'elle préparait une sorte de surprise pour moi. Dès que je dis cela, l'expression d'Arthur changea légèrement. Un léger rictus traversa son visage. C'était subtil, presque imperceptible, mais je le remarquais. Il prit rapidement une gorgée de sa bière, comme pour masquer sa réaction. Mais il était trop tard. « Qu'est-ce qui est drôle ?» demandai-je calmement, sans insister. Il haussa les épaules et répondit. « Oh, rien, détends-toi, frangin. Tout se passe comme prévu. » Son ton était désinvolte, mais il manquait de sincérité. Il y avait une insouciance dans ses paroles qui ne me plaisait pas. Je ne poussais pas l'affaire plus loin. Parfois, le silence révèle plus que les questions ne le pourraient jamais. Mais sa réponse laissa une impression pesante, comme le goût métallique du sang qui persiste dans la bouche. Je connaissais Arthur assez bien pour reconnaître quand il cachait quelque chose. Plus tard, ce même soir, nous eûmes un dîner familial plus large. Ma femme était, comme à son habitude, gracieuse, souriant, riant et jouant à la perfection son rôle d'hôtesse. Pour tout le monde, elle semblait comme toujours, charmante, composée et naturelle. Mais je voyais les fissures, petites et presque invisibles, dans l'image qu'elle présentait. Pendant le repas, elle s'excusa pour aller vérifier quelque chose dans la cuisine. Ce n'était pas inhabituel, mais le timing semblait délibéré. Quelques instants après son départ, ma cousine Margaret, toujours bavarde, se pencha vers moi et murmura « J'ai entendu quelque chose d'intéressant à propos. » Elle n'eut pas le temps de finir sa phrase. Ma femme revint à table aussi discrètement qu'elle était partie et reprit sa place. Margaret se figea en pleine phrase, ses mots mourant dans sa gorge comme si elle avait été prise sur le fait. Ma femme la regarda avec un sourire doux et interrogateur, pas accusateur, mais chaleureux et invitant, le genre de regard qu'une hôtesse donne pour s'assurer que tout le monde se sent à l'aise.
mais je remarquai une lueur de tension dans ses yeux. Elle était là pendant une fraction de seconde avant de disparaître, comme si elle n'avait jamais été là. Je ne dis rien, mais je rangeais ce moment dans mon esprit. C'était une autre pièce du puzzle. Le lendemain, ma femme annonça qu'elle devait aider mes parents avec des courses liées à l'anniversaire à venir. C'était inattendu. Mes parents demandaient rarement de l'aide, surtout pour des tâches mineures. Je n'objectais pas, cela ne valait pas la peine d'en faire toute une histoire, qu'elle fasse ce qu'elle avait à faire. Plus tard ce jour-là, par curiosité, j'appelai ma mère pour voir comment les choses avançaient. Sa réponse me surprit. « De l'aide? » »« Nous n'avions pas besoin d'aide, » dit-elle simplement. Je marquai une pause, laissant ces mots s'imprégner. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle se reprit rapidement. « Oh, je suis désolé, chérie. Peut-être que j'ai mal compris. Bien sûr qu'elle aide. Nous n'y avons simplement pas pensé. » Ces mots étaient précipités, presque maladroits, pleins d'explications inutiles. Ma mère n'était pas du genre à oublier des détails ou à trébucher sur ses mots. Si elle hésitait, cela ne pouvait signifier qu'une chose, quelqu'un lui avait demandé de me tromper. À ce stade, j'avais rassemblé assez de fragments pour reconnaître que quelque chose de plus grand était en jeu. Ce n'était plus seulement une question de surprise d'anniversaire. Chaque interaction, le rictus d'Arthur, la phrase inachevée de Margaret, l'hésitation de ma mère, tout pointait vers quelque chose soigneusement orchestré autour de moi. Ma femme, comme un chef d'orchestre habile, gérait le chaos, s'assurant que tout semblait fluide en surface. Mais je n'étais pas du genre à me laisser guider aveuglément. Chaque mouvement qu'elle faisait, chaque geste calculé, était un indice de plus que je consignais et classais. Plus elle travaillait pour dissimuler la vérité, plus celle-ci devenait claire pour moi. À partir de ce moment, je commençais à remarquer les schémas plus clairement. Les actions de ma femme semblaient trop parfaitement synchronisées, ses mots trop répétés. Même la manière dont elle interagissait avec les autres avait une précision, comme si elle tirait des ficelles invisibles pour maintenir l'illusion intacte. J'observais sans agir, la laissant croire que je restais inconscient. Sa confiance en sa capacité à contrôler le récit était évidente, mais cela ne faisait qu'alimenter davantage ma détermination. Chaque détail commençait à s'intégrer dans un cadre plus large. Les remarques vagues d'Arthur, l'hésitation de Margaret, le lapsus inhabituel de ma mère, tout était connecté. Je ne pouvais pas encore voir l'image complète, mais les contours devenaient plus nets chaque jour. Mes instincts me disaient qu'il y avait plus sous la surface, et je faisais confiance à mes instincts par-dessus tout. Je n'étais pas intéressé par les confrontations ou les accusations sans preuve. Ce n'était pas mon style. Je préférais rassembler des faits, construire un dossier inattaquable avant de faire mon mouvement. J'observais tandis que ma femme continuait sa comédie, maintenant l'apparence de la normalité. Pour n'importe qui d'autre, elle semblait irréprochable, sa composure intacte. Mais j'avais passé des années à apprendre à lire les gens, à voir à travers les façades qu'ils présentaient. Ces efforts pour cacher la vérité ne faisaient que la rendre plus évidente. Les petites choses, ces mots soigneusement choisis, ces actions apparemment innocentes, étaient ce qui la trahissait. Elle ne le réalisait pas, mais chaque mouvement qu'elle faisait me rapprochait de la compréhension de ce qu'elle essayait si fort de cacher. Dans mon monde, les actions parlent plus fort que les mots. Il ne s'agissait pas d'hypothèses ou de soupçons. Il s'agissait de faits, et les faits s'accumulaient, chacun plus accablant que le précédent. Et je savais mieux que quiconque qu'il ne fallait pas agir de manière irréfléchie ou laisser les émotions obscurcir mon jugement. Ce n'était pas une question de décision impulsive ou d'accusation dramatique. Il s'agissait de découvrir la vérité, pièce par pièce, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour le doute. Ma femme croyait qu'elle était en contrôle, qu'elle pouvait tout garder caché derrière sa façade soigneusement construite. Mais la vérité a une manière de se révéler, peu importe à quel point elle est profondément enfouie. Plus elle essayait de cacher, plus cette vérité devenait claire. Et avec chaque jour qui passait, ses efforts pour la dissimuler ne faisaient que faciliter ma vision. Plus elle essayait de brouiller les pistes, plus elle devenait évidente. Plus elle travaillait dur pour garder la vérité cachée, plus elle se démarquait pour moi. Le lendemain, je décidai qu'il était temps de prendre l'initiative. Assez d'attendre que tout se révèle de soi-même. Ce n'était plus un jeu de patience infini. Je voulais la tester, provoquer une réaction et la pousser à commettre une erreur. Je savais qu'elle était intelligente, mais même les esprits les plus affûtés flanchent sous la bonne pression. Tout ce que j'avais à faire était de créer les conditions pour cela. J'élaborais un plan simple ce matin-là. Pendant le petit déjeuner, je mentionnais nonchalamment que je devrais rester tard au travail pour une réunion urgente. Elle répondit avec son sourire léger habituel, me souhaitant bonne chance, comme si cela ne la dérangeait pas le moins du monde. Elle semblait totalement indifférente, mais je savais mieux. Si ses actions étaient liées à quelque chose de caché, cela lui semblerait une opportunité d'agir. Je rassemblai mes affaires, l'embrassai comme toujours et partis. Quelques heures plus tard, je rentrai chez moi plus tôt que prévu. Sa voiture n'était pas dans l'allée. C'était mon premier signal.
Elle avait dit qu'elle serait à la maison toute la journée, occupée à organiser la célébration à venir. Si elle n'était pas là, cela signifiait que ses plans étaient non plus compliqués qu'elle ne l'avait laissé entendre. Je remontai dans ma voiture et commençai à conduire, réfléchissant à l'endroit où elle pouvait être. Il ne fallut pas longtemps avant que je repère son véhicule garé devant une maison que je ne reconnaissais pas. L'emplacement ne m'était pas familier et le nom sur la boîte aux lettres ne me disait rien. Qui que ce soit, elle ne l'avait jamais mentionné. Je me garais à une distance sécuritaire, assez loin pour ne pas être remarqué. C'était le moment d'observer, pas de confronter. La maison semblait ordinaire, ne laissant rien deviner de suspect de l'extérieur. Pas de bruit fort, pas d'activité inhabituelle, juste une autre maison de banlieue. Mais le fait qu'elle soit ici, de tous les endroits, suffisait à garder mon esprit en alerte. J'attendis, observant attentivement. 1 heure passa. Finalement, elle émergea, tenant un dossier de papiers à la main. Elle semblait parfaitement à l'aise, comme si elle avait passé l'après-midi à faire quelque chose de routinier. Je ne l'approchai pas et ne fis pas connaître ma présence. Au lieu de cela, je rentrai chez moi, arrivant bien avant elle. Quand elle franchit la porte plus tard, j'étais déjà assis à mon bureau, feignant de me concentrer sur des documents de travail. Je lui demandai nonchalamment « Où étais-tu » Mon ton était neutre, ne lui donnant aucune raison de suspecter quoi que ce soit. Sa réponse fut rapide, presque répétée. Je rencontrai un designer pour discuter des décorations pour la fête. Je pensais que ce serait bien d'avoir un avis professionnel. Son ton était stable, ses mots soigneusement choisis. Si je n'avais pas vu sa voiture devant cette maison, j'aurais peut-être cru son histoire. Mais maintenant, je pouvais voir à quel point ses réponses étaient pour calculer. Elle jouait un jeu, et elle pensait qu'elle gagnait. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'était que j'avais déjà rejoint le jeu, et j'avais l'intention d'en prendre le contrôle. Plus tard ce soir-là, une autre opportunité se présenta. Elle alla prendre une douche, laissant son téléphone sur la table. Normalement, je n'envahirais jamais la vie privée de quelqu'un, mais la situation l'exigeait. Son comportement et ses secrets avaient enfranchi une ligne, et j'avais besoin de réponses. En passant près de la table, l'écran s'alluma, affichant un nouveau message. N'oublie pas les préservatifs. Le nom de l'expéditeur n'était indiqué que par un R, la même initiale que j'avais remarquée auparavant. Ma poitrine se serra à la vue de ces mots. J'essayais de déverrouiller le téléphone, mais l'écran redevint immédiatement sombre, se sécurisant avant que je puisse accéder à quoi que ce soit d'autre. Quand elle revint de la salle de bain, je lui demandai directement « Qui t'envoie des messages ?» Encore une fois, sa réponse fut rapide et fluide. « Oh, c'est juste Lily. Tu sais comment elle est, toujours à plaisanter. C'est juste son sens de l'humour. » Elle parvint même à sourire, comme si le message n'était vraiment rien de plus qu'une blague inoffensive entre amis. Mais je n'étais pas convaincu. Son explication semblait trop pratique, trop polie. Elle pensait avoir désamorcé la situation, mais je n'allais pas lâcher prise. Le lendemain, je décidai de vérifier son histoire. J'organisai une rencontre avec son amie Lily sous prétexte de rattraper le temps perdu. Notre conversation commença légèrement, abordant les sujets habituels, mais je la dirigeais progressivement vers leur message texte. Au moment où je le mentionnais, l'expression de Lily changea subtilement. Elle hésita pendant une fraction de seconde avant de répondre. « Oh, ouais, on parlait juste de la fête », dit-elle vaguement. Son ton était prudent. Ses mots ne correspondaient pas au ton désinvolte et plaisantin que ma femme avait décrit. Je lui posai quelques questions supplémentaires, mais ses réponses restèrent évasives. La seule chose qu'elle dit avec certitude fut « Tu comprendras tout à la fête ». Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais l'image restait incomplète. Ma femme pensait qu'elle gardait le contrôle, que son sang-froid et sa vivacité d'esprit pouvaient me maintenir dans l'ignorance. Mais je pouvais voir à travers sa façade. Sous son calme apparent, il y avait une énergie nerveuse qu'elle ne pouvait pas entièrement cacher. Chaque petit faux pas, chaque moment d'hésitation ne faisait que confirmer ce que je savais déjà. Elle cachait quelque chose, et je me rapprochais de la découverte. Je restais patient, la laissant croire qu'elle avait encore l'avantage. Mon approche n'était pas celle des confrontations impulsives ou des accusations dramatiques. Ce n'était pas mon style. Au lieu de cela, je rassemblais discrètement des preuves, chaque action et chaque mot alimentant ma stratégie. Elle pouvait penser qu'elle était celle qui jouait le jeu, mais j'étais celui qui tenait le score. La tension montait, et les enjeux devenaient plus clairs chaque jour. Ma femme croyait qu'elle pouvait me duper, mais je n'étais pas du genre à me laisser facilement tromper. La vérité était là, à portée de main, et je sentais que je m'en approchais. Je n'avais aucune intention de faire un mouvement prématurément. Ce n'était pas une bataille à gagner par la force brute ou des décisions hâtives. Le coup final devait être précis, délivré au moment parfait, mais le coup final devait être exact. J'attendais le bon moment. Tout convergeait. Les derniers jours avaient été tendus comme une corde tirée jusqu'à son point de rupture.
Je pouvais voir comment ma femme essayait de maintenir son sang-froid, mais les petits détails la trahissaient. Des appels téléphoniques fréquents, des courses soudaines, même son sourire semblait un peu plus forcé que d'habitude. Elle pensait qu'elle avait tout sous contrôle, peut-être convaincue que je n'avais rien remarqué, mais je prenais simplement mon temps, attendant le bon moment. La veille de mon anniversaire, son comportement devint particulièrement étrange. Elle évitait les conversations directes, semblait distraite, et ses mouvements portaient une pointe de nervosité. Je savais que quelque chose approchait, quelque chose de significatif. Ce matin-là, en me préparant à partir pour le travail, je remarquai un bout de papier sur la table, une liste de tâches typiques. Cela semblait anodin à première vue, avec des éléments comme décoration, invités et cadeaux. Mais un mot se détachait comme un drapeau rouge éclatant. Préservatif. Je restais là, fixant le mot comme s'il avait été écrit en lettres grasses. C'était la confirmation que j'attendais. Feignant ma routine habituelle, je quittais la maison comme si je me rendais au travail. Au lieu de cela, je me garais dans la rue, hors de vue. Il ne fallut pas longtemps avant qu'elle émerge, jetant un regard prudent autour d'elle, avant de monter dans sa voiture. Je la suivis à une distance sécuritaire, veillant à ne pas être remarqué. Elle se dirigea vers un quartier que je visitais rarement et se gara près d'un petit café. Je restai en arrière, me garant plus loin et décidai d'attendre. Peu de temps après, une autre voiture se gara. À ma grande surprise, mon frère Arthur et notre cousine Margaret en sortirent. Ils entrèrent dans le café, rejoignant ma femme à l'intérieur. La vue d'eux ensemble fit accélérer mon pouls. Je sortis de ma voiture et entrai dans le café, gardant ma présence aussi discrète que possible. Je choisis une table dans un coin éloigné, où je pouvais observer sans attirer l'attention. Leur table était de l'autre côté de la pièce, et bien que leurs voix fussent les basses, je parvins à capter des bribes de leur conversation. La voix de ma femme était stable, mais déterminée. « Tout est prêt, ne vous inquiétez pas, » dit-elle. Arthur hocha la tête, son expression calme mais sérieuse. « Il ne suspectera rien, » ajouta-t-il. Margaret, toujours la plaisante, gloussa et remarqua « Ce sera épique, il ne l'oubliera jamais. » Leurs mots étaient vagues, mais l'intention était claire. Ce n'était pas juste une fête. Je quittai le café avant qu'ils n'aient la chance de me remarquer. Mon pouls était stable, mes pensées aiguisées. Ce n'était pas juste une surprise. Ils orchestraient quelque chose de délibéré, quelque chose de calculé. De retour chez moi, je m'assis dans mon fauteuil, reconstituant les fragments de leur plan. Ce n'était pas le moment de prendre des décisions hâtives. Elle pensait qu'elle menait le récit, mais la vérité était que le jeu était maintenant entre mes mains. Tout ce que j'avais à faire était de la laisser croire qu'elle était encore en contrôle, juste assez longtemps pour voir quel serait son prochain mouvement. Le jour de mon anniversaire arriva. L'atmosphère dans la maison était animée, presque festive. Ma femme était particulièrement animée, mais je pouvais sentir la tension frémir sous la surface. Les décorations étaient parfaites. Les invités étaient arrivés et la table était encombrée de cadeaux. Pour tout le monde, c'était juste une autre fête, mais je ne pouvais pas chasser le souvenir de ce que j'avais entendu dans le café ou de la liste que j'avais vue la veille. Tout au long de la soirée, je l'observais de près. Chaque mouvement qu'elle faisait, chaque regard, chaque mot qu'elle prononçait était calculé. Elle jouait son rôle à la perfection, mais je pouvais voir les fissures sous la surface. Lorsqu'elle s'approcha de moi pour me souhaiter un joyeux anniversaire, je croisai son regard. Ses yeux étaient calmes, confiants, comme si elle croyait qu'elle tenait toujours l'avantage. Elle me regardait comme quelqu'un qui pensait avoir déjoué le monde, quelqu'un qui pensait que j'étais encore dans l'ignorance. Les invités riaient et discutaient, la soirée se déroulant avec une normalité trompeuse. Mais pour moi, c'était une performance soigneusement chorégraphiée conçue pour me maintenir dans la complaisance. Elle pensait que je ne verrais pas à travers, que son contrôle sur la situation était absolu. Mais j'avais vu trop de choses. Ses actions, ses mots, même la manière dont elle se comportait, tout pointait vers quelque chose de bien plus grand qu'elle ne le laissait entendre. Au fil de la nuit, je repassais tout dans mon esprit. La réunion au café, les chuchotements, la liste, les interactions soigneusement voilées. Tout cela menait à une conclusion. Elle avait un plan et ce n'était pas juste une simple surprise. Tout dans son comportement ce jour-là le confirmait. Son sang-froid était trop parfait, sa confiance trop étudiée. Elle croyait que la scène avait été entièrement montée en sa faveur. Mais je n'allais pas la laisser gagner. Les pièces s'assemblaient toutes, et le moment de vérité était à portée de main. J'avais passé des jours à observer, attendre et calculer chaque mouvement. Maintenant, c'était à moi d'agir. Elle pensait que le scénario avait été entièrement écrit de sa main, mais elle ne réalisait pas que j'avais déjà pris le stylo. L'acte final était imminent. Je pouvais le sentir. La vérité se tenait juste derrière la porte, prête à entrer dans la lumière. Le dénouement était proche, la vérité était au seuil. Cet anniversaire me hantera pour le reste de ma vie, un cauchemar teinté d'absurde. Au début, tout semblait normal.
Les invités étaient arrivés, les cadeaux soigneusement empilés dans un coin, et tout le monde faisait un effort pour sourire, comme s'il s'amusait sincèrement. Ma femme papillonnait parmi la foule, riant, plaisantant et offrant une performance d'hôtesse parfaite. Je l'observais de loin, silencieux et calculateur, comme un prédateur attendant le bon moment pour frapper. Elle était trop composée, trop confiante, comme si elle était la metteuse en scène d'une pièce tordue et que nous autres n'étions que ses marionnettes. Lorsqu'elle leva son verre et appela tout le monde à table, je ressentis une soudaine tension dans ma poitrine. Mon instinct me disait que quelque chose approchait. Elle commença son toast, trop long et teinté d'un humour maladroit. Puis, elle tourna son regard directement vers moi, et dans ses yeux, je vis quelque chose qui me glaça le sang, une lueur de malice, de chaos. Elle leva son verre plus haut et dit « Je veux offrir à mon mari un cadeau, quelque chose pour apporter de l'excitation dans nos vies. Je veux proposer un mariage ouvert. » La salle devint silencieuse. Quelques personnes laissèrent échapper des rires nerveux, d'autres échangèrent des regards confus, mais personne ne dit un mot. Je sentis mon pouls battre dans mes tempes. « Es-tu sérieuse ?» demandai-je, ma voix calme mais teintée d'incrédulité. Sa réponse fut sans équivoque, sans une once d'hésitation. Elle retira ses sous-vêtements et les jeta sur la table. La pièce se figea, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Puis le chaos éclata. Elle se tourna vers mon cousin Arthur qui, à ma grande horreur, se leva et passa son bras autour de sa taille, juste devant moi, devant tout le monde. Ses mots tranchèrent le bruit comme une lame. Je commencerai avec lui, et ensuite on verra. Ce soir, chaque homme ici est mon cadeau. Les invités commencèrent à s'agiter, certains riant nerveusement, d'autres visiblement mal à l'aise. Mais alors, comme infectés par une folie collective, quelques hommes commencèrent à desserrer leurs cravates, certains allant même jusqu'à tendre la main vers leur ceinture. Ce n'était pas juste une surprise. C'était une descente aux enfers. Je ne pouvais plus rester assis à regarder. Une rage vive et aveuglante s'empara de moi. Sans réfléchir, je renversai la table, en voyant verres, assiettes et décorations s'écraser au sol. Le bruit ramena toute la pièce à l'immobilité, ne serait-ce qu'un instant. Ma femme se mit à crier, m'accusant de ne pas savoir m'amuser. Quelques invités hochèrent de la tête en signe d'accord, comme si c'était moi qui gâchais la soirée. Les mots n'avaient plus d'importance. La fureur en moi exigeait une action. J'attrapais Arthur par le col et le traînais vers la porte, le poussant dehors avec toute la force que je pouvais rassembler. Les autres se mirent à crier, certains essayant d'intervenir, mais j'étais sourd à leurs protestations. Un par un, je les forçais à sortir, poussant et criant jusqu'à ce que la maison soit vidée. Assiettes, verres, vestes, même leurs affaires. Je jetais tout dehors après eux, nettoyant la maison comme si elle était contaminée. Ma femme me cria dessus tout le temps, me traitant de fou et m'accusant de gâcher ma propre journée. Sa voix devint un simple bruit de fond pour moi. J'ouvris grand la porte d'entrée, pointai l'extérieur et dis d'une voix froide comme l'acier « Dehors, tous, maintenant !» Et ils partirent, grommelant, maudissant et se plaignant comme si je leur avais fait du tort. L'absurdité de tout cela, leur colère, leur indignation, était presque risible. Ils étaient furieux, non pas de leur propre dépravation, mais du fait que je l'avais arrêté. Ces gens, qui étaient prêts à transformer ma maison en un spectacle de honte, avaient l'audace d'agir comme si j'étais le méchant. Quand le dernier d'entre eux fut parti, je claquai la porte et la verrouillai. La maison était un désastre. Verres brisés, meubles renversés et un silence étouffant qui ne faisait que souligner le désordre. La colère qui m'avait alimenté quelques instants auparavant commença à s'estomper, remplacée par un vide froid. Je m'assis dans mon fauteuil, le poids de tout cela s'installant dans ma poitrine comme une pierre. Pendant un moment, je fixais simplement les décombres, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Puis, sans hésiter, je sortis mon téléphone. Je fis défiler mes contacts jusqu'à ce que je trouve le numéro dont j'avais besoin et appuyai sur « Appeler ». Mon avocat répondit presque immédiatement. « Préparez les papiers de divorce », dis-je, ma voix dénuée d'émotion. Il ne posa aucune question. Il n'en avait pas besoin. Je mis fin à l'appel et posai le téléphone sur la table. La décision était définitive dans mon esprit. Dehors, je pouvais encore entendre des voix. Certains criaient, d'autres frappaient à la porte comme s'ils pouvaient forcer leur retour. Je ne bougeais pas. Au lieu de cela, je criais à travers la porte assez fort pour qu'ils entendent. « Partez maintenant, tous !» Finalement, le bruit s'éteignit, leur persistance s'évanouissant dans le silence. Même les fous savent quand il n'y a plus rien à gagner, et ce fut la fin, non seulement de la soirée, mais de tout ce qui existait entre elle et moi. Le mariage, la vie que nous avions construite, tout n'était plus que cendres, brûlées en une seule soirée de folie. La maison était vide, et moi aussi. Je me versai un verre de whisky, m'assis dans mon fauteuil et laissai le silence m'engloutir. Les événements de la nuit repassèrent dans mon esprit comme une bobine tordue, chaque moment plus surréaliste que le précédent. Ce n'était pas juste un cauchemar, c'était quelque chose de pire, une réalité trop grotesque pour y croire, mais que je n'oublierai jamais.
Maintenant, j'avais un objectif, les faire tous payer. Après cette nuit, je réalisais une chose. Simplement couper les ponts ne suffisait pas. Ils avaient détruit ma maison, m'avaient humilié le jour de mon anniversaire et s'étaient moqués de tout ce que j'avais passé des années à construire. Chacun d'eux, chaque invité qui s'était rangé de son côté, tous ceux qui étaient allés rester silencieux, tous ceux qui avaient soutenu cette folie, ils devaient tous payer. Je commençais par ma femme. Elle avait une carrière florissante dont elle était immensément fière, un réseau de contacts, une réputation impeccable et un CV étincelant. Cela devint mon arme. Par l'intermédiaire de mon avocat, je commençais à rassembler des preuves, son comportement erratique, ses décisions imprudentes et les détails sordides de ce qui s'était passé. Des photos que j'avais prises après la fête, des enregistrements audio que j'avais secrètement réalisés alors que nous vivions encore sous le même toit, tout devint une munition pour démanteler sa vie. Je contactais son employeur sous prétexte de soulever de graves préoccupations éthiques. Je leur envoyais des copies des documents que j'avais, accompagnés de quelques insinuations bien placées sur sa conduite non professionnelle et ses relations inappropriées avec ses collègues. En quelques semaines, sa carrière s'effondra. Elle perdit son emploi, sa réputation et tout espoir de reconstruire son image professionnelle. Personne ne veut travailler avec quelqu'un qui porte ce genre de bagage. Ce n'était que la première frappe. Je n'avais pas fini. Ses parents n'étaient pas épargnés non plus. Ils l'avaient toujours soutenue, même lorsqu'elle avait tort. Quand je découvris qu'ils étaient au courant de ses plans et avaient approuvé son spectacle tordu, quelque chose en moi se brisa. Ils vivaient dans une maison dont je payais l'hypothèque, une source de leur fierté et de leur sécurité. Mais cette fierté était mal placée. J'arrêtais de faire les paiements, informais la banque et m'assurais qu'ils reçoivent un avis de saisie. Ils essayèrent de me contacter, plaidant pour une explication, mais j'ignorais chaque appel. Ils avaient choisi leur camp et maintenant ils pouvaient en assumer les conséquences. Ensuite, il y avait mon cousin Arthur. Son implication allait au-delà de la simple participation. Il l'avait activement soutenu, se rangeant ouvertement de son côté contre moi. Il avait une petite entreprise prospère qu'il gérait avec un autre cousin. Ils aimaient en s'en vanter à chaque réunion de famille. Grâce à mes connexions, je contactais leurs principaux clients, leur fournissant des informations internes sur une supposée instabilité au sein de leur entreprise. Les clients commencèrent à retirer leurs contrats un par un. Ensuite, j'engageai un avocat pour enquêter sur leurs finances. Il ne fallut pas longtemps pour découvrir assez d'irrégularités fiscales pour les placer sous le contrôle des autorités. Leur entreprise s'effondra comme un château de cartes. Les autres invités, ceux qui avaient retiré leur ceinture et ri comme si c'était une sorte de blague, ne furent pas non plus épargnés. L'un d'eux, un ancien ami, travaillait dans une entreprise où j'étais un investisseur clé. J'orchestrais son licenciement et utilisais mon influence pour bloquer ses tentatives de trouver du travail ailleurs. Un autre invité fit l'objet d'un audit par le fisc, tandis qu'un autre encore vit sa licence commerciale révoquée par un contact que j'avais dans le gouvernement local. Un par un, ils ressentirent le poids de mes actions. Ce n'était pas seulement une vengeance. C'était une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Cela ne me rendit pas heureux, pas plus que cela ne restaura ce que j'avais perdu. Mais cela me donna une satisfaction, un sombre sentiment de justice, sachant qu'aucun d'eux ne s'en sortit indemne. À la fin, je retournais dans ma maison vide. Les échos de cette nuit s'étaient estompés, ne laissant que le silence et une légère odeur de destruction. Les souvenirs avaient été effacés, laissant l'espace creux, dénué de sens. Je me versai un verre de whisky, m'assis dans mon fauteuil et fixai la fenêtre. Devant moi s'étendait une nouvelle vie, une ardoise propre et un divorce. Le divorce commença comme une guerre. Je savais qu'elle ne se rendrait pas sans se battre. Elle était habituée à obtenir ce qu'elle voulait, à gagner à tout prix. Mais cette fois, elle faisait face à un homme différent. Je n'étais plus le mari qui croyait ses mensonges, qui se pliait en quatre pour l'accommoder et qui se taisait. Maintenant, j'étais une machine programmée pour la victoire. J'assemblais une équipe d'avocats qui étaient rien moins que chirurgicaux dans leur approche. Chacun était un maître dans son domaine et chacun avait des instructions claires, la détruire. Nous avions des preuves, des photos, des enregistrements, ses propres messages. Nous trouvâmes des témoins prêts à témoigner de sa réputation et de son comportement. Tout ce que je savais sur elle, chaque squelette dans son placard, devint une arme dans cette bataille. Sa stratégie commença par essayer de me peindre comme l'agresseur. Au tribunal, elle prétendit que j'étais un tyran, un maniaque du contrôle, que j'avais saboté sa carrière et ruiné sa vie. Mais chaque accusation fut démolie par des faits. Mon avocat présenta au juge des preuves irréfutables de ses actions le jour de mon anniversaire, des photos de son comportement honteux, des enregistrements de ses paroles et des témoins qui avaient vu son humiliation de première main. Elle essaya de s'expliquer, mais sa défense s'effondra, la laissant paraître pathétique. Ensuite vint la bataille pour les biens. Elle exigea la maison, la voiture, l'argent, arguant qu'il s'agissait de ses contributions durement gagnées à notre vie commune.
Mais mon équipe juridique présenta des documents prouvant le contraire. La maison était à mon nom, l'hypothèque avait été payée avec mes revenus et la voiture, un cadeau que je lui avais offert, était également enregistrée à mon nom. Une par une, ses prétentions s'effondrèrent sous le poids des preuves. Elle tenta de faire appel au sens de l'équité du tribunal, qualifiant d'injuste que je lui prenne tout. Mais au tribunal, les émotions n'ont pas d'importance. Seuls les faits, les documents et les preuves ont du poids. Et je les avais tous. Même son propre avocat commença à sembler épuisé, comme s'il s'était résigné à l'inévitable. Lorsqu'il s'agit du règlement financier, je m'assurais de porter le coup final. J'exigeais une compensation pour la détresse émotionnelle, pour ses actions et pour la destruction de notre mariage. Le juge, après avoir examiné toutes les preuves, statua en ma faveur, ordonnant qu'elle me verse une somme importante. Ce n'était pas seulement de l'argent, c'était une victoire symbolique. L'expression sur son visage lorsqu'elle entendit la décision du tribunal est quelque chose que je n'oublierai jamais. Avec le divorce finalisé, un poids se souleva de mes épaules. Ce mariage était mort depuis longtemps, mais maintenant, il était officiellement terminé. Je la laissais avec rien d'autre que ses vêtements et quelques effets personnels. Elle quitta le tribunal brisé, tandis que je sortais avec l'acte de propriété de la maison, la voiture et une somme substantielle sur mon compte bancaire. Quelques semaines plus tard, je fis mes valises et quittai la ville. La maison n'était plus un foyer. Elle portait trop de souvenirs douloureux, trop de dommages. Je choisis une petite ville tranquille, où personne ne me connaissait, un endroit isolé loin du chaos. J'achetai une maison modeste, commençai un travail qui ne me vidait pas les nerfs et commençai à reconstruire ma vie de zéro. Parfois, je m'assois sur le porche avec une tasse de café et je repense à tout cela, non pas avec douleur ou colère, mais avec une clarté froide sur la profondeur à laquelle les gens peuvent tomber. C'est un rappel des abîmes dans lesquels les autres peuvent sombrer lorsqu'on leur en donne l'opportunité. Mais ce chapitre est derrière moi maintenant. Il ne me retient plus, ne me pèse plus. J'ai fermé ce chapitre de ma vie et maintenant je vis comme je veux, sans elle, sans eux, juste moi. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.